Merci, bonsoir. Donc, je suis Arnaud Delacoche, je suis effectivement un des 3 cofondateurs de Sitel Group. En une demi-minute, on est à l'origine un acteur des centres de contact. On est maintenant le 3e acteur mondial. On est 75 000 dans 25 pays. Donc les sujets d'échange, de relations clients, de voix, c'est notre quotidien. Moi, je suis particulièrement en charge des sujets d'innovation et de partenariat. Et donc, je m'intéresse depuis assez longtemps au sujet d'évolution des canaux, d'évolution des interactions, des parties automatisées, etc. Et j'ai écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle Le Seigneur des robots sur l'intelligence artificielle. Et donc, qui a été primé au Hub Forum l'année dernière et qui s'intéresse donc à tous ces sujets d'interaction automatisée. Alors la voix, c'est évidemment un des grands sujets chez nous. On en a fait un livre blanc qu'on sort ce soir à l'occasion de cette conférence. Donc ce soir, vous aurez le lien et puis la partie imprimée sera disponible dans quelques jours. Alors quand on m'a demandé d'introduire cette conférence, j'ai ressorti cette image qui, je ne sais pas qui me l'a poussée sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est peut-être l'illustration de ce qu'on aura demain, où globalement on va avoir une interconnexion entre pas mal d'équipements qui se parlent dans nos foyers et qui demain peuvent aboutir à des situations assez ubuesques. Et donc ce type de cartoons fleurissent et vont fleurir de plus en plus. Alors plus sérieusement, j'étais à South by Southwest la semaine dernière, qui est un festival dédié à pas mal de choses, dont un peu de futurologie, vision du monde dans les années dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, à l'aube de la technologie. Et je ne sais pas si vous connaissez Amy Webb. Elle dirige, on peut dire, l'équivalent du Hub Institute, mais au côté américain. Enfin, je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Chaque année, elle publie un rapport qui est Tech 2018, qui est l'évaluation des tendances à court terme, moyen terme, long terme, sur l'impact de la tech sur la société. Et ce que je trouvais vraiment passionnant, et je suis resté 5 jours à Austin, et c'est forcément l'un des 2-3 enseignements que j'ai rentré, c'est vraiment cette logique de ne réfléchissons plus uniquement au smartphone. Alors, et elle est rentrée sur scène avec une phrase un peu provocative en disant 2018, c'est potentiellement l'année du début de la fin des smartphones. Je ne sais pas s'il faut mettre une date, mais globalement, je suis assez en phase avec ça. Et quand on regarde brièvement l'histoire, qui fait que dans notre poche, on a aujourd'hui un iPhone 7, 8, X, etc., c'est qu'il y a 10 ans, enfin il y a 13 ans, on était multi-équipés. C'est qu'on avait aussi bien, pour se déplacer, un GPS, pour ceux qui sont... pas de ma génération, mais en dessous, le Walkman, c'était un truc où on mettait des disques avant que Steve Jobs mette ça dans un téléphone. Alors, on avait un téléphone, on n'avait pas les photos, etc. Maintenant, tout ça est dans le téléphone. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, qu'est-ce qu'on devient ? On redevient multi-équipé. Et donc, la vision d'Amy Webb, je pense qu'on est vraiment en phase. Et ce soir, si on est là autour de la voix, c'est justement parce qu'il y a des nouveaux devices qui sont autour de moi, qui apparaissent et qui rentrent dans nos vies, en plus du smartphone. Et donc, le smartphone aura toujours un rôle entre guillemets central, mais pas forcément un rôle unique. Et donc aujourd'hui, on a des mondes connectés, on va avoir des appareils de VR demain, on va avoir des lunettes qui seront vraiment un peu meilleures que les Google Glass, et puis on va avoir des extensions auxquelles je crois beaucoup dans les oreilles, qui nous permettront de comprendre les langues étrangères sans avoir fait l'effort de les parler, avec un système d'auto-translation qui fonctionne assez bien. Donc du coup, on va peut-être revenir j'ai envie de dire 10-12 ans après la fin après le début du smartphone et la fin du multi-équipé, vers de nouveau une période où il faut penser multi-device dans nos échanges et l'environnement d'un client. Alors du coup, quand on regarde vers où on va en termes d'interface, c'est pour ça que ce qui se développe de plus en plus et ce qui semble marcher, c'est quand il n'y a plus d'interface. Et la voix, c'est quelque part une sorte de quintessence de ça, où on n'a plus besoin de toucher. Alors il y a encore des éléments qui sont tactiles, mais je pense de moins en mieux, de mieux en mieux. Et puis on va avoir des choses qui se développent, notamment avec les types de Google, où par des mouvements du bras, moi je pourrais très bien dire slide suivant, ce sera un geste comme ça, où j'ai vu des démos où pour régler une chaîne hi-fi, vous faites comme ça, le son monte, vous faites comme ça, le son monte beaucoup, on fait comme ça, on skip et on passe à la playlist suivante. Enfin, on s'aperçoit que le geste va être une des dimensions qu'on va devoir intégrer dans nos expériences de nos clients. Alors, la voix, pour recentraliser sur là où le sujet de ce soir, je ne sais pas si ces chiffres sont bons ou pas, ça correspond à des chiffres US. Enfin, le problème avec les chiffres sur les assistants, c'est qu'il y a autant de chiffres que d'analystes ou de gens qui peuvent dire. Mais globalement, on peut se dire qu'on est sur un doublement
à peu près, entre l'année dernière et cette année. Alors, je vais vous poser une question. C'est une photo que j'ai prise. À votre avis, dans quel magasin j'ai pris cette photo? Je vis aux États-Unis. Dans quelle photo j'ai pris où est-ce que j'ai pu prendre cette photo? Non. Pas Walmart, Whole Foods. En fait, ça, c'est une tête de gondole dans un supermarché alimentaire. Alors, qui a été racheté par Amazon. Mais ça veut dire que quand on voit l'explosion des interfaces vocales aux US ces derniers mois, c'est principalement parce que la voix a été mise, cette interface, est sortie de l'univers geek en disant bah, c'est eux qui vont acheter parce que c'est des geekos. Et donc c'est sur des sites hyper spécialisés ou des boutiques hyper spécialisées. Non, non. Là, on est sur un magasin et c'est la tête de gondole entre les fleurs et les choux-fleurs. Enfin, et il s'en est vendu des millions, en partie parce que Amazon a racheté Whole Foods et donc c'est doté d'une force terrain commercial gigantesque avec un super maillage assez qualitatif d'ailleurs, parce que Whole Foods, c'est des produits plutôt haut de gamme. Donc pour vous dire que la voice c'est partout, et donc si on regarde Gartner, 2020, 75% des foyers américains seront équipés d'une interface vocale. Plus de 50% des recherches sur Google seront des recherches voix, parce que quand on parle de voix, il y a l'interface, mais il y a aussi le voice search, qui est un point majeur. Et quand on pense à nos sites, quand on pense à la manière dont on fait du SEO, ben le voice SEO, ça devient un enjeu stratégique pour demain. Et puis, donc ça c'était un panel sur l'IA et la voix à South by Southwest. Et le monsieur que vous voyez ici, là, c'est Adam Scheyer, qui était l'un des cofondateurs de Siri, qui a fondé après ViveLab, qui a été racheté par Samsung pour faire l'interface vocale de Samsung. On lui a demandé quelles sont les deux principales questions qui sont posées à Siri. Est-ce que dans la salle, vous avez une idée des deux principales questions que nous posons en tant que à Siri? Pardon? Non. C'est bien plus personnel. Ouais. C'est veux-tu m'épouser? Et est-ce que tu m'aimes? Donc ça veut dire que, mine de rien, ça questionne vachement parce qu'on a une relation avec ces équipements qui sont dans un ordre qui est bien plus que transactionnel, qui est une forme de... ça. Et quand on réfléchit au programme qu'on a monté derrière, et que ce soit des programmes d'expérience client, que ce soit des programmes d'expérience digitale, etc., que ce soit des programmes qu'on doit imaginer dans le cadre d'interaction entre la marque et ses clients, ben, il faut avoir en dimension que cette interface, elle n'est pas froide. On parle vraiment à un objet sur lequel il y a une transposition humaine quasiment. Et je pense que c'est une des vraies... un des vrais trucs à avoir en tête, pour pas complètement transposer, bah ça, ce chatbot, il marchait en chat, je vais le dupliquer en voix, parce que c'est une vraie erreur. On ne parle pas de la même manière à une interface vocale qu'on ne parle à un chatbot. De la même manière, quand on est sur cette interface, il y a un vrai débat, enfin un vrai point de questionnement, c'est qu'on est dans la conversation. Et autant quand on cherche la météo à Paris sur Google, ben on tape 2 mots, et on ne va pas s'embêter à poser une question écrite. Quand on parle à une interface, on met plein de mots. Et souvent, on met pas what is the weather like, mais on peut dire est-ce que je dois prendre un parapluie? Et donc du coup, ça veut dire que la machine, dans sa compréhension, doit encore aller un clic entre guillemets plus loin, qui est de dire voilà, il me dit est-ce que je dois prendre un parapluie, ça veut dire qu'en fait, dans son esprit, quelle est la météo? Et donc j'évalue la météo, il va pleuvoir, il doit prendre un parapluie. Donc c'est bien plus compliqué que Weather Paris. Et si vous croisez les deux avec ce que je viens de vous dire avant en disant on a une relation qui est presque humanisée, ça veut dire qu'on va supposer que la machine est en capacité de réagir comme on réagirait entre humains. Et je me souviens, Laurent Landowski, qui a été un des fondateurs de Virtuose il y a très longtemps, et puis après, qui a monté With.ai, qui a été racheté par Facebook, et qui travaille maintenant dans les locaux de Facebook à Menlo Park, sur des sujets d'assistants personnalisés au sein de Facebook. Il y avait le projet M, et c'est un type que je vois assez régulièrement depuis une dizaine d'années, et il me disait, le grand défi qu'on a avec cette interface M, c'est que plus elle devient pertinente et intelligente, entre guillemets, plus les gens posent des questions compliquées. Et donc, on n'arrive jamais à être au niveau, parce qu'à chaque fois, le niveau monte, mais parce que c'est hyper personnalisé et hyper intime comme relation. Et donc, du coup, si on recentre encore un petit peu plus pour arriver au thème de la soirée, les sujets autour des voicebots, aujourd'hui, il y a 4 types nous, on identifie 4 types de voicebots sur lesquels on peut se positionner. Le premier, c'est vraiment une logique qu'on appelle compagnon, en disant, ben, voilà, on va développer un service le plus personnalisé possible pour renforcer le lien entre la marque et ses clients, délivrer une information autour d'un produit et un service, dans une logique
qui doit être très personnalisé. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti sur 2 marques américaines qui ont lancé des voice bots au travers de Skill Alexa. Récemment, deux institutions financières. La première, c'est American Express. La deuxième, c'est Capital One, qui est une grande banque américaine qui est très connue pour ses cartes bancaires. Et en fait, les deux ont développé des systèmes qui, sur le papier, tiennent plutôt la route. Fonctionnellement, ça marche. Mais ils ont pris la voix par défaut d'Alexa. Et donc, quand on parle quand on utilise le skill Amex, ou quand on utilise le skill Capital, quand on appelle Amex, ou quand on appelle Capital One, dans les deux cas, c'est la même voix qui nous parle. Et quand on pense que American Express, dans ses lounges partout dans le monde, les lounges Centurion, ils ont créé un parfum pour parfumer le lounge, pour que ça soit leur identité. Donc ces mecs, ils investissent des millions pour créer une expérience de marque qui fait que quand on range dans un lounge American Express, on ait une atmosphère particulière. Mais quand ils font un voice bot, on prend la voix par défaut d'Alexa. C'est une négation absolue. Donc ça veut dire que la complexité, elle est bien plus que logistique if then that. Elle est bien au-delà de la transaction. Elle est vraiment dans l'expérience globale. Et on doit penser le voice bot avec... il y a une voix, donc il faut travailler quelle est la voix, quelle est la signature vocale de la marque. Il y a une expérience, il y a une tonalité. Donc c'est bien au-delà d'une approche purement transactionnelle. Le deuxième aspect, c'est évidemment des bots qui sont de l'ordre de la commande. Il y a une expérience avec Domino Pizza aux États-Unis qui, depuis assez longtemps, a investi dans la logique commander une pizza via interface vocale. Ça paraît hyper trivial. Dans les faits, c'est super compliqué parce qu'une pizza, ça se fait sur mesure et donc il faut lister un nombre d'ingrédients assez infini qu'on peut mettre dans la pizza et il faut que le moteur de NLP, enfin de compréhension soit assez robuste, mais ça a l'air de marcher pas trop mal. Après, on a des voice qui peuvent être ponctuels pour faire une expérience en support d'événements, etc. Donc, qui n'ont pas forcément vocation à être pérennes, mais qui ont vocation à participer à une animation ou à présenter la marque sous un angle innovant. Et puis, il y a des voice bots qui, demain, et déjà aujourd'hui, commencent à être des voice bots de commerce. Voilà en quelques mots pour lancer cette soirée, ce que j'avais à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à télécharger, on a le livre blanc, tsc.digital, TSC étant la filiale digitale du groupe, bien connue du Hub, parce qu'on est partenaire du Hub depuis assez longtemps. Et à votre disposition pour répondre à vos questions à la fin, j'imagine, si vous en avez. Merci.